politique, quand on parle leadership et quand on parle de pouvoir, on ne les voit pas trop. Tenez par exemple depuis les 4 élections au Cameroun, on décompte rien que 3 femmes qui ont pu quand même comme ça être candidates aux élections de notre pays, de Kawala, en passant par une dont je cherche encore le nom et que je vais trouver juste avant la fin de l'émission. Elles sont pas souvent très nombreuses à avoir le courage d'aller défier ces hommes qui traînent de tels des mastodontes à la tête du pouvoir dans notre pays. Et pourtant, si on s'en tient aux chiffres des élections Cameroun concernant l'inscription sur les listes électorales, elles sont majoritairement inscrites sur ces listes électorales. Qu'est-ce qui fait donc que la gente féminine, celle dont je suis en train de parler depuis le début de cette émission, ne puisse pas se hisser sur le haut du pouvoir au Cameroun? Pourquoi n'ont-elles pas le courage d'aller briguer ce précieux sésame de président de la République du Cameroun? Combien d'années doit-on encore attendre pour avoir une femme présidente de la République du Cameroun? Les questions sont posées dans cette édition de Face à vous qui va toujours rester sur le sillage de la femme, puisqu'on parlera juste après de la vie chère et de l'inflation au Cameroun, au moment où le gouvernement a lancé en 2021 la dynamique de l'import-substitution. 3 ans après, on voit toujours que les choses sont chères et de plus en plus chères dans notre marché. Pourtant, cette fameuse dynamique de l'import-substitution devait amener le Cameroun à moins exporter, c'est-à-dire avoir des produits faits localement qui coûteraient, je dis bien encore au conditionnel, moins cher. Le Cameroun aujourd'hui qui se retrouve donc dans une autre inflation qui est annoncée pour la fin de cette année, voire même pour l'année prochaine. Et il faut le dire, quand on est sur le terrain, on le voit bien, la vie coûte de plus en plus cher. Quid donc de cet import-substitution? Comment on fait véritablement pour booster l'import, et je voulais dire l'exportation et la production locale dans notre pays, pour faire en sorte que le panier de la ménagère, et bien oui, on parle encore de femmes cette fois-ci, puisse être de plus en plus, je voulais dire, plus en plus fourni, et surtout faire en sorte qu'elle paye moins cher ces produits. C'est aussi une autre thématique qui sera débattue par nos invités que je vous propose d'introduire juste après ce brin de générique. Je vais donc dire bonsoir à vous, chers téléspectateurs, et bonsoir aussi à ceux qui nous suivent en direct sur les 91.7 et les 99.9 en modulation de fréquence, et ceux aussi qui vont nous suivre dans les différentes plateformes de Dash Média. Face à vous, donc, c'est votre programme de lundi. Donc, lorsqu'il est 20h30 ce jour, nous avons voulu faire honneur à la femme. C'est vrai que je n'aime pas souvent ce mot, parce qu'elles sont à l'honneur tous les jours, et elles sont effectivement celles-là qui riment au quotidien. Bon, puisque on dit souvent qu'il faut souvent utiliser le langage consacré au nord donc aux femmes ce soir. Et pour y parler effectivement d'une question qui est liée aux femmes, nous avons invité des femmes politiques et leaders dans les différentes formations politiques pour venir effectivement débattre sur cette implication de la femme dans le leadership politique du Cameroun. Je commence déjà par dire bonsoir à madame, j'aime bien souvent l'appeler madame, mais comme on n'est pas en amphi, docteur, parfois aussi c'est compliqué. Bon, en tout cas, je vais profiter pour l'appeler docteur ce soir, docteur Marcel Simon, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir, docteur. Bien, bonsoir à vous, Jean-Marie. Bonsoir au panel que je vous laisse le soin de présenter. Bonsoir à vos milliers de téléspectateurs, parce que lorsqu'on regarde vos différentes pages, on se rend compte qu'ils sont de plus en plus nombreux. C'est un plaisir, ça vous le savez, d'être sur votre plateau. Ça fait d'ailleurs très longtemps, mais rassurez-vous, ce n'est pas volontaire. C'est vraiment indépendamment de ma volonté. Allez, en tout cas, on n'est pas à l'amphi ici, mais on va quand même vous appeler docteur. Docteur Simon. Je le suis. Que ce soit à l'amphi, je crois que c'est l'unique diplôme qui colle à la peau de l'être, de l'individu, qu'il soit dans les amphis, qu'il soit dans la société, qu'il soit, j'ai envie de dire, même à la maison. Et figurez-vous, parfois, même mes enfants se plaisent à dire docteur Simon. Et moi, je lui dis, mais attention, tu m'appelles pas mon nom, là. Et puis il dit, mais maman, c'est docteur Simon, non? Donc, maman, c'est docteur, donc je crois que c'est le seul diplôme, déjà de la vie. Et puis, parce que professorat et autres, c'est juste des recherches et des suites. Exactement. Oui, le doctorat, c'est le seul, c'est le dernier
dernier diplôme de la vie et c'est l'unique qui colle à votre peau et qui parfois même retire votre casquette parfois de madame. Ça, il faut le dire, de madame. Et parfois, vous pouvez perdre votre nom sur le prisme de docteur. De docteur. Voilà. Et jusqu'à ce que vous soyez professeur, on l'espère pour vous Voilà. dans les prochaines années. Allez, et en visuel, chers téléspectateurs, vous avez 2 invités. Hein. Je commence déjà par introduire la vice-présidente d'Alliance des forces progressistes, Jean-Louise Ndianga, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Elle est je vous dis, chers téléspectateurs, elle est juste le passage. Bon, oui, j'exagère. Bonsoir Jean-Louise Ndianga, vice-présidente. Oui, bonsoir M. Lambélé. Merci de m'avoir invité. Écoutez, comme le disait Marcel, vous n'avez pas dit Dr Simon. Non, c'est vrai qu'il y a des noms comme ça qui vous collent à la peau. Moi, je dis bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Bonjour aux copanélistes. Je laisse le soin de présenter l'autre également. Et évidemment, ravi de revenir sur votre plateau. J'avais été invité il y a quelques mois, mais j'étais indisponible. Et là, j'ai sauté sur l'occasion, surtout que c'est un sujet qui est hautement important, voyez, hautement politique aussi. En même temps. Oui, j'ai dit non, je ne peux pas rater ça. Il fallait que je donne mon point de vue sur la question. Merci encore une fois. Et merci aussi à vous, hein, Madame la vice-présidente de l'Alliance des forces progressistes, l'AFP du Cameroun. Juste à côté de vous, on l'a déjà en visuel, c'est Albert Bonguin, cadre du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Ce soir, on l'a invité comme habituel. Bonsoir Albert. Bonsoir Jean-Marie Nambélé, bonsoir Dr Marcel Simon, bonsoir Jean-Louise. Plaisir renouvelé pour ma modeste personne de participer à ce débat. Permettez-moi de vous adresser à vous ainsi qu'à votre direction générale mes félicitations pour ce concept innovant. Vous savez, lorsque vous m'avez sollicité pour cette émission, vous m'avez bien prévenu qu'il ne s'agit pas de faire une émission des femmes, une émission pour les femmes, mais il s'agit de faire une émission avec les femmes, accompagné d'un regard masculin. Exactement. Pour me permettre peut-être de porter un avis sur leur position et le rôle qu'elles sont appelées à jouer dans les futures échéances. Et j'espère qu'en retour, elles pourront aussi évaluer la réceptivité de nous les hommes par rapport à leurs attentes et les hommes politiques par ricochet, celui du PCRN. Donc je vous félicite pour cette approche novatrice en espérant que d'autres corps sociaux pourront suivre après les femmes. On aura peut-être les seniors, les personnes d'un certain âge, les élèves, peut-être les personnes de l'armée pour savoir quel rôle compte-t-il ou tel jouer dans cette échéance qui est capitale pour l'avenir de notre pays. Et il faut déjà le dire, hein, cette échéance, elle est même certaine, mais pas très lointaine, parce qu'on est juste là peut-être à 10 mois de cette élection présidentielle. Tout à l'heure, en début d'émission, Dr Marcel Simon, il y a quand même ces problématiques du chiffre. Même hein, vous, quel chiffre vous avez? Parce que moi, j'ai cherché, j'ai plusieurs chiffres ici tombés. Et sur plusieurs chiffres, je me disais que peut-être que je suis déjà en train de me tromper, ou alors je ne sais même plus lequel de ces chiffres utiliser, Dr Marcel. Je crois qu'il est important de se focaliser sur la dernière élection présidentielle, c'est-à-dire celle de 2018, et clairement, c'est-à-dire associé à cela l'observation que nous pouvons faire de notre société aujourd'hui. On se rend naturellement compte que les femmes représentent plus de la moitié de la population, comme vous l'aviez si bien dit, plus de 51% de la population camerounaise, et même en termes d'inscription sur les listes électorales, malheureusement, les femmes sont beaucoup plus inscrites que les hommes. Donc, il est de bon ton qu'on se pose parfois la question, mais pourquoi est-ce qu'une femme n'arrive pas à brider, ou alors déjà à se présenter lors d'une certaine élection? Je ne voudrais pas qu'on se focalise uniquement sur la présidentielle, même sur tous les types, toutes les formes d'élection, que les femmes ne soient pas très nombreuses, parce que la logique voudrait que comme nous sommes plus de la moitié de la population, il est de bon temps que lorsqu'une femme est présentée, que toutes les femmes se ruent vers elle pour dire on va accompagner, c'est-à-dire même par solidarité de sexe, on va accompagner notre sœur. Mais malheureusement, tout au long du débat, on verrait que la réalité est tout autre. Et comme je le disais en off tout à l'heure, que j'ai
Depuis un certain temps, hein, ça il faut le dire, j'ai de la peine à débattre des problématiques liées aux femmes parce qu'en réalité, le véritable problème de la femme, c'est elle-même. C'est pas les hommes, c'est pas la société, c'est pas l'environnement. Je crois d'abord que le véritable problème, c'est nous-mêmes. À côté de nous-mêmes maintenant, il y a d'autres éléments qui vont venir s'ajouter, par exemple la culture, la société, la perception, les présupposés que nous avons vis-à-vis des femmes. Tous ces éléments-là vont venir, n'est-ce pas, enrichir déjà la perception des femmes, même elles-mêmes, vis-à-vis d'elles-mêmes. Voilà le véritable problème. Donc, je crois que ça ramène simplement ce débat aujourd'hui et ramène simplement au discours du chef de l'État qui demandait aux femmes d'oser de se lever, tout comme les jeunes, d'oser de se lever et de porter leur voix au plus haut possible. Vice-président de l'AFP, Jean-Louis Dianga, est-ce que vous sentez souvent des ailes d'une présidentiable au Cameroun? Il vous arrive souvent de rêver? Moi, carrément, oui. Il vous arrive souvent de rêver de ça? Vous vous levez le matin, vous avez rêvé d'être le président du Cameroun? Non, je ne rêve pas parce que c'est un fait. Ça va arriver. Donc, je ne vais pas anticiper sur ce qui va se passer dans des échéances prochaines. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut bien se lancer à un moment donné. Ce que je voulais juste vous dire, c'est que le problème, c'est le Cameroun d'abord. Parce qu'en Afrique, on a vu des femmes accéder à la magistrature suprême. Suprême, exactement. Rose Rugombe au Gabon, Hélène Johnson-Sirleaf au Libéria. Samba Panza à côté de nous. En Centrafrique, Catherine Samba Panza. Il y a eu aussi Joyce Banda au Malawi. Au Malawi. L'Afrique, c'est vraiment le précurseur au niveau de la démocratie et de la valorisation de la femme. Ça, il faut le savoir. Dans d'autres pays d'Afrique, ça se fait. Vous voyez même qu'ailleurs, en Europe, on a du mal à positionner une femme à la magistrature suprême. Or, Ségolène Royal, elle s'est cassé la figure. Marine Le Pen, elle n'arrête pas de se présenter, se représenter. Voilà. Donc, vous voyez que l'Afrique, déjà, est le précurseur en la matière. Aux États-Unis, Hillary Clinton et Kamala Harris. J'en viens justement. Mais c'est le Cameroun, c'est au Cameroun que les femmes, de manière générale, ont du mal à émerger. Pourquoi? Il y a beaucoup de problématiques. Vous savez, pour accéder à ces fonctions, à ces hautes fonctions, il faut toujours sacrifier quelque chose. Demandez-vous pourquoi des femmes comme Kamala Harris, Angela Merkel ou, j'allais dire, Theresa May, elles n'ont pas d'enfants. Pourquoi elles n'ont pas d'enfants? Une femme, elle est multipotentielle. Mais l'Afrique, est-ce que la société camerounaise est prête d'abord à sacrifier la maternité? Monsieur Olambele, si on m'appelle maintenant, me dit que mon enfant est malade, je vais me lever sans vous demander la permission, je vais partir. Parce que je suis maman. Vous comprenez ce que je veux dire? Or, si on vous appelle, vous allez dire, mais c'est comment? Sa mère est où? Appelez sa maman, moi je suis au travail. C'est clair que ça. Là, je vais terre à terre. Mais sa mère est où? Elle n'est pas à la maison, mais elle est partie où? Voilà comment nous raisonnons encore au Cameroun. Et ça, c'est très grave. Donc, ce que je voulais dire, c'est que pour accéder à ces hautes fonctions-là, la femme aujourd'hui, elle est éduquée depuis sa plus tendre enfance à être une mère, une maman, une épouse aussi. Vous voyez? Donc, du fait même qu'elle soit multipotentielle, elle devrait accéder très facilement à la magistrature suprême. Quand elle cuisine, elle fait de la chimie. Quand elle éduque les enfants, elle est éducatrice, elle est enseignante. Quand elle est auxiliaire de vie, quand elle s'occupe de son mari, pardonnez-moi. Bref, elle est équilibriste aussi avec la belle famille, parce que là, il faut vraiment jouer sur un fil. Tout cela, c'est la femme. Vous savez, moi, j'ai suivi un débat hier dans une chaîne concurrente, et cette condescendance qu'on a vis-à-vis des femmes politiques m'exècre. Elle était posée. Je ne suis pas du RDPC, je suis de l'AFP, l'Alliance des forces progressistes. Pourtant, pendant que les hommes braillaient, elle lançait des petites pointes et restait calme. C'était hier soir. Et j'ai vraiment apprécié son calme et surtout sa gestion du stress. Les hommes braillaient, ils criaient, ils s'invectivaient. Et sous prétexte que c'est une femme, ils n'ont pas osé lui répondre en disant « Ben écoute, ma mère m'a dit de ne pas vilipender les femmes, ma mère va toujours appris à respecter les femmes. » Attention, sur un plateau de télévision, il n'y a pas de femmes qui tiennent.
Nous sommes des hommes politiques avec grand H. Et même un bébé, on le respecte. Ce n'est pas parce que je suis une femme que vous allez vous empêcher de me parler de manière directe. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très bas. Donc, non, tu es une femme. Non, tu es ceci. Non, on te pardonne parce que tu es une femme. Non, elle a gardé son calme. Elle a géré son stress. Et il y a même un téléspectateur qui a dit, pourquoi avez-vous envoyé cette femme dans un panier à crabes? Ah ben, on aime bien les crabes aussi, nous. Hein. Donc, on n'a pas peur des crabes. Tout à l'heure, Dr Simo disait que la femme est le problème de la femme. Ben, elle en sait quelque chose. Même dans les médias le dimanche, il y a les débats politiques. Il y a des femmes qui présentent des émissions télévisées. Ah oui. De temps en temps, elles invitent, très peu de femmes de temps en temps, sa copine l'invite. Oui, sa copine l'invite pour faire bien un dimanche tous les 2 mois. Super. Il y a des femmes qui sont femmes politiques, mais les femmes des médias n'invitent pas les femmes des médias. Pourquoi? Elles veulent être seules à être vues, seules à être... Il faut comprendre ce comportement-là. Et ça, franchement, ça m'insupporte. Bref, je vais continuer à parler après. Je vais chuter simplement pour dire que, en parlant de la maternité, quand on a un enfant, on a des enfants, nous les femmes, ayant été élevés dans ce moule, justement, sociétal, on se dit que la femme, il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut de l'affection, il faut de l'attention. Il y a aussi une décharge émotionnelle que la femme subit tous les jours. Il faut que c'est une bonne épouse. Tout ça, c'est énorme, sans compter les hormones qui font leur travail. Et ça, comment voulez-vous que les femmes puissent se concentrer sur ce grand projet de société, évidemment, qu'est la politique? Exactement, et qui est même aussi, hein, je voulais dire quoi, la gestion de la vie publique et quotidienne. Avant d'aller vers Albert et Bonguet, tout à l'heure, la vice-présidente de l'AFP, Jean-Louis Ndianga, évoquait quelque chose, cette perception qu'on a de la femme. Docteur Marcel Simon, là c'est la sociologue que je vais convoquer. Est-ce que vous sentez encore cette perception assez forte au Cameroun, ou quand même elle paye déjà un peu des plumes, si on peut le dire ainsi? Oui, ça, il faut le dire. D'ailleurs, c'est ce que j'ai appelé les présupposés. C'est-à-dire, on se fixe des imaginations. Et d'ailleurs, vous avez un concept que vous utilisez très clairement, le sexe faible. Mais rassurez-vous, quand vous le dites, nous rions simplement. Parce que je dis souvent et je dis très clairement à tout le monde, sans la femme, il n'y a pas de société. Sans la femme, il n'y a pas de vie. La femme est l'essence même de la société. Donc, lorsque vous parlez de sexe faible, nous, on s'assoit et on se met à rire. Parce que rien de bon ne peut se construire, ça je le dis avec insistance, rien de bon et de précieux ne peut se construire sans la femme. Ça, c'est une évidence. Même si nous ne parlons pas, même si dans des ménages, on vous donne l'impression d'être la plus faible. Vous allez voir des femmes qui se décident, elles se font bastonner par le mari lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et un matin, elle dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et une fois qu'elle lève le coude, c'est là le monsieur se rend compte que, ben, tiens, elle a du répondant. Donc, il y a des choses que la société a conçues, et c'est ça le véritable problème de la femme aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit, de manière globale, le problème de la femme, c'est la femme elle-même. Mais à côté de ça, il y a la culture, il y a la tradition, il y a la religion même, qui n'est pas venue faciliter, ça il faut le dire, la tâche à la femme. Donc, il y a tous ces paramètres-là qui, parfois, amènent la femme à se raviser lorsqu'elle veut prendre certaines positions. Quelqu'un va lui rappeler, non, tu es la femme, on ne parle pas comme ça à son mari. D'ailleurs, on ne regarde pas dans les yeux pour lui parler, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Pourtant, on est dans une mondialisation, dans une globalisation qui devrait attirer ou du moins interpeller tout le monde. On est dans une société où on a dit ouverture d'esprit, village planétaire. Et malheureusement, il y a des valeurs qu'on veut encore garder. Je suis d'accord que certaines valeurs ne soient pas perdues. Je suis d'accord que la femme reste être soumise à l'homme, qu'a dit la Bible. Je suis très d'accord là-dessus. Mais que cette notion de soumission ne soit pas perçue autrement par les hommes, parce que malheureusement, voilà à quoi on arrive. Et vous allez voir des femmes qui, à un moment même, par force, décident de dire, bon, ok, je vais faire de la politique, mais qui seront de temps en temps rappelées par les unes les autres en disant, attention, ton niveau est au niveau de l'applaudissement, ton niveau est au niveau de rassemblement. Tu es là, oui, en politique, mais c'est pour nous rassembler des militants, c'est pour nous faire ci.
Pourtant, nous sommes tous d'accord aujourd'hui qu'on a vu des femmes agir, que ce soit sur le plan entrepreneurial, des femmes prendre des décisions, des femmes entreprendre là où, je vais le dire clairement, les hommes ont échoué, des femmes ministres à des postes où des hommes sont passés. Et si on essaie d'établir une comparaison, on va voir clairement ce qui est acceptable. Donc, la femme est un être... J'ai pas envie de dire à part entière, mais elle n'est pas différente de l'homme. Simplement, le sexe au niveau, peut-être le sexe biologique qui nous diffère, mais c'est des personnes qui ont des potentialités, des capacités, comme elle a dit. Elle parle, par exemple, de fonction, mais j'ai envie de dire, la femme, c'est un être à multitâche. Vous allez vous rendre compte que l'homme est incapable de faire deux choses à la fois. Ça, c'est une réalité qu'il faut observer. L'homme est incapable de faire deux choses à la fois. Mais la femme peut s'asseoir en espace d'une heure de temps et faire 5 à 6 choses à la fois. Et à la fin, ces 6 choses sont bien faites. Ça, c'est la capacité de la femme. Albert Bonguin, sur la question effectivement de cette perception globale et même de ce leadership féminin dans l'aspect politique qui tarde toujours à prendre de la graine, vous, qu'est-ce que vous posez comme regard? Non, le regard qu'on peut poser, c'est un regard évolutif et d'évolution. Parce que les pesanteurs que les deux dames sur le plateau ont évoquées sont tout à fait pertinentes et réelles. Maintenant, il faut voir d'où on part et où on en est. Effectivement, il faut se voir, on est sur un plateau et on a deux dames brillantes qui vont présenter, si on leur demande de présenter les projets de société ou même leur vision du Cameroun de demain, elles peuvent le faire avec autant de brio que quiconque. Donc, la question de leur importance ou bien de leur rôle n'est plus à poser. Maintenant, il faut savoir comment est-ce que, dans un contexte comme le nôtre, elles peuvent se promouvoir et s'émanciper et apporter leur contribution à l'avènement d'un pays ou d'une nation encore plus forte. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, les trajectoires à ce niveau vont différer, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vont penser qu'on doit embrasser la mondialisation dans le sens européen du terme. C'est-à-dire que comme les Blancs nous l'ont envoyé, il faut qu'on l'embrasse. Et il y a d'autres conceptions qui sont un peu plus africaines, qui pensent qu'il faut faire un savant dosage entre nos réalités et nos aspirations et garder ce qui est important pour nous, pour ne pas, in fine, dénaturer notre société. Parce qu'au fond, il faut que les uns et les autres comprennent que dans ce qu'on importe en termes de valeur ou même en termes de manière de faire, il y a un choc des idées, il y a un choc des civilisations, il y a un choc de culture. Et l'Afrique, si elle continue à ne pas valoriser d'abord ce qu'elle a pour embrasser simplement ce qu'elle va derrière, on va vers une société qui est fracassée, qui ne sera plus en rapport avec ce que nous on est ou bien ce qu'on a été ou bien ce à quoi on aspire. Madame Dianga a parlé tout à l'heure après un court exemple. C'est-à-dire qu'elle étant femme occupée peut-être à ce plateau, sur ce plateau, et que son enfant ait un problème. Les Africains ont une approche sociale, mais d'une efficacité redoutable, qui est que sa sœur, sa tante, même sa voisine se prend pour sa mère. Elle peut venir en aide en attendant que Madame Dianga vienne jouer ce rôle. Donc, le lien social ou sociologique que les Africains ont entre eux, il faut veiller à le garder, même dans notre déploiement dans les champs politiques. Je pense que tous ces chantiers-là, il faudrait que notre société en prenne compte. C'est pour ça qu'une émission comme la vôtre, j'espère qu'il y en aura d'autres, une émission comme la nôtre doit être un chantier, un point de départ pour lancer un débat sur comment construire un cadre favorable à l'émancipation de la femme africaine et de la femme camerounaise pour qu'elle sache elle-même donner tout son rendement pour l'avènement. Tiens, on parle d'une échéance, d'une élection présidentielle On en parlera tout à où l'heure. effectivement les valeurs africaines, même les valeurs que peut porter la femme, seront incarnées au cours de cette échéance-là. Je crois que c'est des chantiers sur lesquels il faut véritablement se lancer. Le débat que l'on construit aujourd'hui est un débat ou bien vient trouver déjà des dynamiques qui sont lancées. Mais moi, j'ose penser que nous sommes effectivement dans cette phase de déblayage et de construction nationale qui veut et qui doivent laisser à la femme une place de choix, non seulement dans ce discours, dans le discours politique, parce que vous êtes sans ignorer que le débat politique prend souvent de l'ampleur au point de perdre des valeurs.
les uns focalisés à défendre leur camp, même s'ils ne portent pas des valeurs, et les autres à venir remettre quand même la balle au centre en remettant l'humain au centre des préoccupations. Je pense que dans cette moralisation du débat politique, la femme a également un rôle et on espère que la sensibilisation qui doit avoir cours avant, pendant et après l'élection présidentielle, qui est un peu notre échéance dans ce débat-ci, je pense que la femme qui aura pris grandement dans sa majorité conscience de son rôle devra effectivement jouer son rôle. Parlons actuellement donc de cette élection présidentielle de 2025. Il y a une image quand même, hein. Bon, malheureusement, je ne l'ai pas donnée à la réalisation, et qui m'a impressionné. C'est ça qui m'a même donné l'idée de cette thématique. C'est la fameuse plateforme de révision, de réflexion sur la révision du code électoral mise en place par l'opposition camerounaise. Et on voit une seule dame là placée, avec 14, j'ai compté, 15 bonhommes autour d'elle. La seule dame, c'est Emmanuel Namjoya, accompagnée de plein de bonhommes comme ça là autour d'elle. Et puis je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut parler de position camerounaise? Il y a près de 15 personnes qui sont sur cette photo et on ne voit qu'une seule femme. En 2025, Jean-Louise Ndjanga, pensez-vous effectivement qu'on pourra avoir d'autres femmes ou une femme candidate, par exemple? Quel est le rôle, effectivement, qu'elle pourrait jouer? Parce que quand on regarde le paysage politique camerounais, on les compte au bout du doigt, celles qui sont leaders des partis politiques. Bon, si on enlève même Thomas Enon Damdjé, on va encore voir qui est sur cette photo. Il y a Kawala. En fait, bon. Elle devrait même refuser. Elle devrait refuser. Elle devrait refuser de prendre une photo comme ça avec tous ces phallus. Est-ce qu'elle-même était consciente d'être la seule femme oui, parce que justement, dans l'absolu, on ne devrait pas penser au genre. Normalement, si vous faites cette émission aujourd'hui... Je vous rappelle que le Cameroun a beaucoup à ratifier et signé beaucoup de conventions et de chartes à l'international pour la protection et la promotion des genres. Je pense même que c'est un des rares pays qui a signé la majorité des conventions et chartes, mais sur le terrain, effectivement, il y a un problème. Oui, même dans le concept de la démocratie même, il est évident qu'il faut mettre en place tous les préceptes, comme on dit, pour qu'il y ait des catégories sociales défavorisées. Il faut les minorités visibles ou non, le genre aussi. Et ce sont ces préceptes-là qui posent les jalons, qui posent même les bases d'une vraie démocratie. Entre autres, bien entendu, la justice, l'éducation, les contre-pouvoirs, etc. Donc, déjà, le genre, c'est un élément fondamental, justement, pour justifier la démocratie. Mais Jean-Louis Ndjanga, est-ce que ce n'est pas juste un discours, comme vous voulez, effectivement, nous permettez-moi l'expression, nous rabâcher là, qu'on balance partout le genre, mais quand on... Moi, cette photo-là, elle est quand même... oui, elle est parlante. Elle est symptomatique, effectivement, de ce qui se passe. Donc, quand on parle de genre... S'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on fait? Elle est très parlante. Mais en même temps, il faut que les femmes aussi revendiquent leurs droits. Voilà. Parce que si on m'appelle pour une cérémonie comme celle-là, en tant que la seule femme, alors que je sais qu'il y a Dr Simo qui est là, je sais qu'il y a plein de femmes politiques, je vais les interpeller, je vais leur dire, attendez, il y a un problème là. Je ne suis pas la seule femme politique au Cameroun, il y en a d'autres. Donc je veux que vous les invitiez, mais vous savez, regardez les débats télévisés. On a l'impression que quand on invite souvent les femmes, c'est pour des problématiques de santé, les problématiques d'éducation, toujours. Il y a la famille. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Oui, la famille, d'ailleurs, dans un forum, il y a monsieur qui a dit telle femme peut être ministre de la famille et de l'éducation. Voilà le niveau. De la femme et de la famille. Je me suis dit, mais attends, elle peut aussi être... ministre de l'économie, par exemple. De l'économie, de la recherche scientifique. Par exemple. Voilà, on limite souvent les femmes à ce débat-là, à cette fonction-là de maternelle, j'allais dire. Même le côté maternel ressort en politique. Les débats télévisés du dimanche, je reviens là-dessus. Si la femme n'a pas une visibilité médiatique, on va me dire oui, mais quand on appelle les femmes, elles vous disent qu'elles sont occupées. Mais quand il y a des réunions dimanche, elles y sont. Hein. Elles ne me diront pas que ce sont leurs maris qui interdisent d'aller aux réunions ou à la tontine le dimanche ou le samedi. Elles vont à leur tontine. Alors, quand il y a un débat télévisé, eh bien, il faut que l'homme peut garder les enfants. Je laisse l'entendre crier là, à la maison. Oui, l'homme peut garder les enfants.
Oui. Et permettre à la femme d'aller débattre. J'ai eu à avoir des réactions très, très dures. Parfois, à la sortie d'un débat télévisé, on me demande toujours, mais qu'est-ce que tu fais ici? Les enfants sont où? Ton mari, il est où? Il y a toujours cette stigmatisation de la femme camerounaise. Je continue à dire camerounaise, hein, parce qu'on parle du Cameroun et de la présidentielle. Exactement. Voilà. Donc, il y a cette stigmatisation de la femme camerounaise qui fait qu'elle a toujours, elle-même déjà, des scrupules à se mettre en avant sur le plan politique. Le mari ou le partenaire, le conjoint, a aussi du mal à la surlever, comme on dit. Est-ce qu'on doit le dire encore en 2024 au Cameroun? Un homme qui a des scrupules à voir une femme mise en avant, quand même, c'est compliqué. Malheureusement, ce qui est Malheureusement, on va dire une chose, que l'extraordinaire ne réussit pas dans un milieu ordinaire. Si vous êtes brillante, monsieur Ounambélé, et que votre environnement, à commencer par votre conjoint, vos enfants, votre famille ne vous soutient pas, vous ne pouvez pas réussir. Par contre, l'ordinaire réussit dans un milieu extraordinaire. Vous voyez des personnes qui sont talentueuses, qui peuvent accéder à de hautes fonctions, mais elles n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que rien que l'entourage, dès que tu veux bouger un orteil, on te dit, mais toi aussi tu vas où? Qu'est-ce que tu veux faire là? Pardon, reste ici, hein. On t'a rien demandé, reste là. C'est ça. L'ordinaire, par contre, les gens qui n'ont pas beaucoup de talent, c'est pas péjoratif, mais qui réussissent. Pourquoi ils réussissent? Parce que dès que cette personne pose un acte, vous voyez, le conjoint a déjà élevé la femme, les enfants, la famille même est la première à partager les événements, à faire des choses. Donc c'est ça le problème. Et la femme aujourd'hui, effectivement, de fait qu'elle est dans un environnement qui ne la met pas en avant, que ce soit sur le plan médiatique, avec des émissions télé, il y a même une émission qui est carrément spécialiste. Il n'y a que des cravachis. Pardon, des cravates. Oui, il n'y a que des cravates. Vous aussi le dimanche à midi, je ne citerai pas l'émission, il n'y a que des cravates. Voilà. Donc, donner à la femme une visibilité. Heureusement que ce n'est pas Dash Média. Hein? Non, pas encore, je vous le dirai. OK. Donner une visibilité, à la femme camerounaise. 2, que les femmes soient courageuses. Parce que faire de la politique, ça va du courage. Aujourd'hui, on a un plateau qui est pratiquement serein, j'allais dire. On a un débat et on ne met pas en avant nos casquettes politiques. Parce que ce n'est pas le but aujourd'hui. On parle de la femme en général, pas de parti politique. Et justement, cette visibilité médiatique permettra à la femme, justement, de pouvoir s'exprimer. Et il faut que la femme sache qu'elle peut allier les deux. Il suffit juste d'être organisée. Et il faut que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'entourage, il doit jouer un rôle très, très important pour son épanouissement. Marcel Simon, docteur, dans votre parti politique, le LDPC, bon, depuis là, j'ai cherché en préparant cette émission. Est-ce qu'il y a même encore une grosse tête dans ce parti politique qui porte je voulais dire la coiffure, mais qui soit effectivement une femme? On se souvient à l'époque, on se souvient, jamais on n'a pas eu de grosse tête politique là-bas au niveau du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Comment faire renaître, par exemple? Vous n'avez pas eu des femmes de poigne au niveau du RDPC? Oui, mais on a eu des feux François Sonné. Oui, j'ai bien voulu la citer. Je voulais commencer par elle. Je voulais la citer, mais là, c'est quand même... elle n'y est plus. Non, mais il y en a. Non, ce que je voudrais, avant de répondre à votre question... Par exemple, j'ai pris la région littorale, les élus RDPC, j'ai trouvé une femme, oui, maire, à Douala deuxième, j'ai trouvé une adjointe. J'allais arriver. Sénatrice, mais quand même pour toute une région comme celle du littoral, quand même, c'est compliqué. Non, j'allais arriver. Mais avant d'y arriver, moi, je veux revenir sur quelque chose de pertinent qu'a souligné Jeanne tout à l'heure. Et moi, ça me fait souvent rire. Lorsqu'on a une société où vous, les hommes, vous avez encore ce slogan, derrière un grand homme se cache derrière un homme se cache, je sais pas trop, un grand homme se cache une femme. Quand vous avez encore des expressions comme celle-là, vous voulez que la femme soit valorisée. Comment?
Et ça, d'ailleurs, moi, je l'ai toujours dit à mes amis, mais il est temps de réactualiser vos discours lors des mariages. Je n'ai pas dit de changer le code de la famille. Non, ça, je voudrais qu'on soit clair là-dessus. Mais je dis, le contexte sociétal, la mondialisation, la globalisation oblige les mères à réactualiser leur discours. Parce que le message que vous transmettez à la jeune fille pendant qu'elle se marie là, devant son mari, devant sa belle famille, peut influencer son comportement futur. C'est-à-dire, on construit un discours selon lequel elle est subalterne, elle est subordonnée, elle est toujours inférieure, elle doit tout demander. Voilà ce que le discours actuel met en exergue. Et tous ces discours-là peuvent, n'est-ce pas, avoir un impact sur l'élan même de la femme, sur le comportement de la femme. Et d'ailleurs, on conclut en disant très souvent, son rôle, c'est de faire bébé et de faire à manger. Donc, voilà autant de choses qui amènent la femme aujourd'hui à se replier sur elle-même, j'ai envie de dire ça comme ça, et parfois à moins oser. Parce que lorsqu'on entre maintenant dans la société, dans le champ politique, vous avez parlé, on vous parle par exemple de la mairie de la deuxième qui est portée très haut par une femme, et j'ai pas envie de dire très bien par une femme. Nous avons... C'est une exception des exceptions. Hein. Oui, non, très bien, parce que vraiment, je crois que c'est une femme qui fait pratiquement l'unanimité de tous. C'est-à-dire, tout le monde l'aime, pas la personne, mais le travail qu'elle a là-bas, et ça depuis des mandats durant. On cite encore quelle mère? Non, à Douala, malheureusement, dans le Vouri, on a une seule dans mère le femme. littoral, même aussi, on va encore aller chercher. Oui, non, mais on a des... Non, je crois qu'à Iboné, je crois à Boné ou à Mandjo, on a un maire... il y a également une femme. Oui. Dans le Vouri, moi je me limite dans le Vouri, on a Denise Fampou qui fait un travail magnifique et remarquable. On a également des sénatrices femmes au niveau du Vouri. On a des députés femmes. On a également des députés femmes, il y en a plein de députés. Mais là on parle femmes. de la présidentielle. Ce que moi je veux dire, c'est que non, je ne voudrais pas qu'on se focalise uniquement sur la présidentielle. Parce que ça commence par quelque chose. Oui. On commence d'abord déjà par voir les élus, par des femmes qui ont de l'intérêt pour la chose, parce que d'abord c'est le véritable problème. Exciter ou alors susciter de l'intérêt chez la femme à pouvoir dire c'est un espace masculin, mais je vais m'y insérer, j'aurai mon mot à dire, et je ne voulais pas qu'on se focalise sur ma beauté, sur excusez-moi un peu l'expression, mon derrière, mais sur ce que j'ai à dire, sur ce que j'ai à apporter, parce que c'est le problème que les femmes ont très souvent. C'est-à-dire lorsqu'elles décident d'entrer dans la politique, on va commencer à dire non, elle est jolie, elle est bien formée, elle a des formes, elle a des rondeurs, elle a ci, elle a ça, et on ne s'attache plus à ce qu'elle apporte. Pourtant, lorsqu'on met sur la table des débats ou alors des réflexions, je vous assure, ce qui ressort de là est intéressant. Donc, que les hommes commencent à avoir une considération autre et qu'ils ne voient plus en la femme ce sexe-là, mais un être humain avec lequel on peut échanger, avec lequel on peut challenger, avec lequel on peut entreprendre des défis. Donc, je ne voudrais pas qu'on se focalise sur le nombre de femmes au niveau des mairies, le nombre de femmes au niveau du Sénat, le nombre de femmes au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'en réalité, ça pose... C'est quand même un indicateur de la situation actuellement. Oui, c'est un indicateur, mais un indicateur qui doit... On va pas le cacher. Oui, un indicateur qui doit être perçu de deux manières, en fait, du moins de plusieurs manières. Il faudrait que plusieurs grilles de lecture soient faites là-dessus. J'ai envie de vous dire qu'il y a également des situations où on demande même des femmes, mais on n'en trouve pas. Je dis bien, on demande des femmes, mais on n'en trouve pas. On a par exemple au RDPC, où le chef de l'État, lors de avant le dernier remaniement, qui a fait couler beaucoup d'encre de salive, vous vous souvenez, où on a restructuré nos textes là-dessus en disant maintenant, pour qu'une liste passe, il faudrait un nombre de femmes déterminé et un nombre de jeunes déterminés. Mais des hommes font leur liste au niveau des hommes. Parce que au RDPC, tout le monde le sait, on a un organe pour les femmes, spécialisé pour les femmes, un organe spécialisé pour les jeunes. Mais au niveau des hommes, qui est la grande... Le RDPC. Oui, le RDPC, on leur dit, pour que votre liste passe, on veut un nombre déterminé de femmes, un nombre déterminé des hommes. Mais je vous assure, Jean-Marie, et je vous le dis en regardant la caméra, parfois des hommes font leur liste, on cherche des femmes, on ne trouve pas. Mais ceux qui sont dans le RDPC, là, elles font comment? Non. Elles ne veulent pas. On ne va pas les porter, les piocher, les mains. C'est pour ça que je suis insisté à demander aux femmes d'oser. Oui, mais Marcel... Et je crois que les femmes doivent briser ce mythe aujourd'hui et se lever. Peut-être que Jean-Louis Equi... Il faudrait bien qu'on y arrive à ça aujourd'hui. Oui, il faut reconnaître. Je vous réponds. Oui, mais c'est quand même assez paradoxal que quand on leur demande de s'investir plus à un niveau, un level un peu plus... elles se rébiffent. Voilà. Pourquoi? Alors que quand on leur demande d'aller
pointer au soleil toute une journée pour applaudir. Voilà. Là, elle court. Qu'elle savent les priorités. Oui, je suis d'accord. alors je suis désolée pour aller applaudir, voilà. pour aller au soleil. Non, toute la journée dans l'animation. On risque d'avoir une insolation. Maintenant, on dit, là, voici le moment d'agir, voici le moment de se lever et donner son point de vue. Elles vous disent, non, on a nos hommes qui vont réagir. Et moi, de les regarder, mais quel homme? Nous sommes en politique, il n'y a pas d'homme ici. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Il n'y a pas d'homme ici, il n'y a pas de femme ici. Ta voix compte. Et ta voix n'est pas différente de celle d'un homme. It's the same thing. Comment est-ce qu'il faut donc qu'on fasse pour impliquer, oui, Jean Linjanga, peut-être ajouter quelque chose? Oui, elle a dit quelque chose de très pertinent par rapport à la femme elle-même. Il faut que la femme arrête de jouer sur sa beauté pour s'affirmer. Mais c'est ce qu'on va avoir en premier. Sur la séduction, monsieur Nambélé. Mais on voit, c'est ce qu'on voit d'abord. Arrêtons ça. C'est les yeux d'abord qui voient avant le cerveau. Les belles femmes souffrent énormément. Toutes les femmes sont belles et on souffre énormément. Parce que... On va alors faire comment? Puisque c'est ça que nous on voit d'abord. Avant de voir le cerveau. Vous croyez que nous on voit d'abord quoi? On voit quoi? On est sur un champ de tir, on ne regarde pas ça. On finit d'abord et après on verra le reste. On est sur un champ de tir. Quand vous regardez ça, à la rigueur, ça c'est votre Ce sont droit. les yeux qui regardent, c'est pas nous qui... Ce sont vos yeux qui regardent. Mais je veux dire qu'elle-même, la femme, elle doit faire tabula rasa de cela. Elle ne doit pas jouer sur sa séduction pour obtenir quelque chose. Il faut qu'elle joue sur son intelligence, son mérite pour pouvoir obtenir quelque chose. Et ça, c'est primordial. Mais vous savez que la femme... Mais quand j'étais toute gamine, il y avait plein de femmes qui étaient ministres. Je me souviens de Rotine Diema, Delphine Changa, et mon père me disait souvent, tu vois ces femmes-là, elles sont des épouses, des mères, mais elles ont pu accéder à des hautes fonctions. Alors que le premier gouvernement de la République fédérale du Cameroun, constitué par le président Aïdjo, il n'y avait que des hommes. Il n'y avait que les Tekin Boumoua, Moutande Mouna, etc. Mais les choses ont beaucoup évolué. Voilà. Maintenant, il faut passer à l'étape supérieure. Il faut que les femmes dament le pion. Mais c'est ça. Qu'elles osent, même si elles ne sont pas élues, même si elles ne sont pas élues à la magistrature suprême, au moins qu'elles soient représentées au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Voilà. Et qu'il faut qu'elles se présentent à l'élection présidentielle et que les partis politiques investissent. Parce que c'est les partis politiques qui investissent son candidat. Alors, franchement, tous les partis politiques, il y en a plus de 300, 400 au Cameroun, aucun n'a trouvé une femme, ça j'en doute, parce que tous les jours, il y a des femmes qui viennent quand même, qui parlent de politique, qui s'investissent en politique. Oui. Donc je suis désolé, c'est une mauvaise volonté. Non, ils sont dans une logique sans vous couper d'alliance aujourd'hui, et puis à la tête de chaque tête, on voit un homme qui se balade là. Et puis surtout, la politique est genrée. C'est-à-dire que c'est une histoire de phallus. C'est nous les hommes, c'est nous qui commandons. Donc c'est nous qui devons mener la barque. Mais quand vous les voyez à la maison, ils ne sont pas aussi virulents que... Non, si je peux dire... Oui, Albert, allez-y. Simplement pour vous dire, aux dames qui sont sur ce plateau et même à ceux qui nous écoutent, que entrer en politique, c'est entrer en combat. Voilà, nous sommes d'accord. Permanent. Que les femmes arrêtent de penser qu'on va les inviter. Et c'est moi des bisounours, comme disait quelqu'un. Mais voilà, qu'on va les inviter au débat politique, à prendre les positions d'ascendance simplement parce qu'elles sont des femmes. Il faut mériter ses places. Il faut se battre pour ses places. Vous savez, dans le temps, et Mme Dianga a bien fait de rappeler qu'à une époque, les femmes étaient promues, mais c'était des femmes compétentes. Il faut se rendre à l'évidence que dans notre pays, on a une trajectoire qui est comme à 3 vitesses. Il y a une première où il y a eu 0 femmes avec le président Aïdjo. Et puis avec le président Paul Biya, il faut le dire, les femmes ont commencé à être promues à des postes. Mais sauf que la politique étant un jeu dangereux, parce que c'est répertorié comme une activité dangereuse. Pour nous tous, nous autres jeunes qui entrons dedans, on ne peut pas vous dire ce qu'on a comme promesse de vie qui va aller en vrille, parce qu'on a osé entrer en politique. Donc que la femme qui s'engage en politique sache qu'elle va entrer dans un combat d'idées où les gens auront tendance à toucher son point de faiblesse. La décourager en disant « Oh, ben tu n'y arriveras à rien. Oh, il est arrivé à telle chose, à telle autre. » Le débat sur la femme retrouve le débat sur les jeunes. Hier, je suivais une émission où on demandait aux jeunes « Mais qu'est-ce qui a inhibé la participation des jeunes au débat politique ou bien à la chose politique. » Sauf que dans notre pays, il y a eu une répression
qui a eu dans les mentalités, qui a affecté les mentalités et qui a fait que la politique est quelque chose qu'on ne recommande pas aux gens, aux jeunes surtout. Et aux femmes. Donc du coup, les femmes qui derrière cette répression de nos célèbres martyrs, des gens qui ont lutté et tout, derrière il y avait des femmes qui ont dû endurer le contre-coup de cette répression. Ça fait que leur demander de venir s'engager dans ce choix politique, on y réfléchit par 2 fois. Mais il ne faut pas cracher sur les acquis, parce qu'il y a des acquis. Et moi, quand je vous écoute, je me félicite peut-être de ce qu'un parti fait comme le PCRN, parce que nous avons 5 députés, d'accord, et on a 2 femmes. Donc, une parité quasi importante. Et on peut vous dire que dans le choix de nos conseillers municipaux, les femmes ont encore une grande majorité dedans. Et même dans l'activisme, ou même dans le discours politique, on a quelqu'une comme Anne Fégon-Noa qui, sur la place des médias, mais montre par la qualité de ses interventions que c'est quelqu'un sur laquelle il faut compter. Donc, enfin, je veux simplement nous dire qu'il faut qu'on prenne notre combat comme étant un combat. Ne pas penser que les hommes vont vous faire la part belle au pouvoir parce que vous êtes des femmes. Continuez à faire ce que vous faites. Parce que vous n'êtes pas ici simplement en tant que femme. Si c'est les femmes, je pense que Jean-Marie pouvait s'arrêter en bas et arrêter la première femme, lui dire, viens t'asseoir sur mon plateau. Mais vous êtes là parce que vous êtes hautement compétente et c'est à ce qu'on attend. Moi, quand je sais que je vais retrouver le docteur Marcel Simot ou Jean-Louis Diaga sur le plateau, je révise bien mes notes avant de venir sur le plateau parce que je sais qu'elles vont croiser le fer, elles vont vouloir me contredire dans ce que je fais et ça fait qu'à la fin, ceux qui nous écoutent peuvent vous suivre. Parce que n'oubliez pas que vous êtes des lanternes, vous êtes des modèles. Si vous avez pour le moment une seule dame qui a osé briguer la magistrature suprême, c'est un indicateur qui est important et qu'il faut féliciter parce que c'est derrière l'action des jeunes comme les Cabral Libye que nous autres on a compris qu'on pouvait entrer en politique avec ces arguments, essayer de rassembler le plus grand nombre derrière ses valeurs et ses idéaux et essayer de prospérer dans ce chemin qui est difficile pour l'essentiel. Donc tout ce que je peux vous souhaiter c'est du courage et continuer à sensibiliser parce que vous êtes les leaders ou les pionniers d'une génération de femmes qui doit porter un nouveau message pour soit moraliser le champ politique, soit alors lui apporter un mieux-être, surtout dans ses déploiements en termes de développement ou d'encadrement des masses populaires. Jean-Louis Diaga, peut-être avant de vous relancer, est-ce qu'il ne faut pas qu'on légifère carrément au Cameroun pour donner un peu plus d'espace à ces dames? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait un cadre légal qui soit construit pour que cette femme-là puisse avoir de la place? C'est vrai qu'on peut quand même féliciter le LDPC, puisque eux là-bas, c'est une obligation déjà. Oui, pour que ça passe. Je pense même aussi que dans les élections locales, il y a la parité. On demande souvent, même comme en 2020, j'ai vu certains listés là, c'était pas aussi clair que ça, puisqu'on peut aussi obliger un parti politique d'aller attraper les femmes en route. Il faut bien que ça. Parce que parfois, il y en a qui en cherchent et n'en trouvent pas. Mais si c'est légiféré, ça veut dire qu'on sera obligé d'en avoir. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on arrive à ce point? Jean-Louis Diaga, docteur Marcel Simon après, Albert Bonguer. Oui, forcément, il faut légiférer sur ce plan-là pour qu'il y ait une certaine équité. C'est ça, il faut l'équité, il faut la justice pour que les femmes puissent attendre. Pas que les femmes, monsieur Onambele. Il y a les jeunes aussi. Il y a les seniors, les moins jeunes. Il y a les handicapés, il y a toutes les catégories sociales. Oui, défavorisées. Les minorités visibles ou non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je veux dire qu'il faut que même un Camerounais lambda se sente pousser des ailes et pense qu'il peut accéder sans problème à la magistrature suprême. Je voulais donc revenir en fait rapidement pour dire que, en fait, nous ne sommes pas plus intelligentes que les autres femmes. Non, nous ne sommes pas. Tout le monde est intelligent. Tout le monde a son intelligence. Et tout à l'heure, j'ai mis l'accent sur les capacités, la compétence multipotentielle de la femme. Je veux dire que telle femme peut avoir telle qualité, telle autre, une autre. On n'a même pas à se faire concurrence. Si on fait table rase de la beauté physique, qui s'étiole d'année en année d'ailleurs, et qui n'est pas très importante, pas du tout, à notre sens, qui n'est même pas importante du tout, on va dire qu'une femme qui sait cuisiner, mais c'est, vous vous rendez compte, une gastronome, c'est extraordinaire. Elle fait de la chimie
sans même s'en rendre compte, sans même le vouloir, les femmes font de la politique. Sans le savoir et sans le vouloir. Et c'est ça qu'il faut leur dire. Donc, maintenant, effectivement, il y a peut-être une question d'éloquence au niveau des médias. Ça, c'est très important. Parce que, effectivement, si vous invitez quelqu'un à parler de son domaine de compétence, elle va y briller. Donc, si vous appelez une femme qui n'est pas du tout économiste à parler d'économie, bon, en même temps, elle peut faire des recherches, hein, vous savez. On n'a pas inventé le fil à couper le beurre de karité. Hein. Elle peut très bien faire des recherches et venir, mais aura-t-elle le temps de le faire? Il faut que la société africaine, en général, et camerounaise en particulier, soit moins inquisitrice auprès de la femme et qu'on laisse un champ à la femme pour qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse faire valoir son potentiel au maximum, optimiser, j'allais dire même son potentiel. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle pourra se laisser aller, en fait. Parce qu'aujourd'hui, elle est encore un peu bridée, hein, ou même brimée par rapport à ses aspirations et à ses ambitions. Donc, c'est vraiment ça que je voulais apporter la précision là-dessus. J'ai le nom, effectivement, de celle qui a été candidate, Esther Ndong. Le nom est oui, revenu, Esther Ndong. Il y a même une autre, la Martine Tchana, qui a été aussi candidate à la candidature. Et dite Kawala, et pour 2025, on nous annonce déjà quand même certaines jeunes dames qui veulent aller briguer la magistrature suprême en 2025. Je souhaite ainsi. Elle a déjà totalement déclaré sa candidature. C'est Véronique Ebotou, qui est présidente du Parti national pour l'action citoyenne au Cameroun, qui a déjà donc déclaré sa candidature pour 2025. Peut-être on aura donc enfin une femme candidate face à Paul Biya en 2025. Mais dans le cadre, c'est l'aspect cadre légal, Dr Marcel Simon, qu'est-ce que vous direz là-dessus? Est-ce qu'il faut qu'on légifère finalement pour que les partis politiques puissent forcer ou alors être forcés à chercher les femmes, même comme ils vont nous dire qu'ils n'ont pas trouvé? Oui, j'ai envie de dire, c'est un peu très contraignant. Et puis tout ce qui est contraignant ne se fait pas de gaieté de cœur. Moi, c'est ça qui me gêne un tout petit peu. Parce qu'en légiférant, on dirait qu'il y a un caractère contraignant là-dedans. Oui, pourtant, les partis politiques, personnellement, savent qu'ils ne peuvent pas évoluer sans les femmes. Ça, je vous le dis. Aucun parti politique ne peut évoluer sans la femme. Mais le véritable problème aujourd'hui, c'est lequel? C'est que lorsque les femmes sont là, ils ont attribué, c'est comme s'ils ont fabriqué, ils ont conçu un rôle ou alors une fonction spécifique pour les femmes et il leur dit, bon, vous ne dépassez pas ce niveau, c'est-à-dire, voilà, votre rôle, c'est d'animer, c'est de nous rassembler, c'est de nous faire à manger de temps en temps, c'est de faire ci, c'est de faire ça, et puis voilà. Donc maintenant, lorsqu'on regarde l'évolution de la société aujourd'hui, lorsqu'on regarde le cadre dans lequel on évolue aujourd'hui, on a bien envie de dire qu'il est peut-être important de mettre un cadre légal pour contraindre, bien que ça me gêne un peu, mais pour contraindre quand même les partis politiques. On a vu l'impact dans d'autres pays, que ce soit au niveau local, on a vu effectivement l'impact de cette valeur contraignante. Il est vraiment temps qu'on mette le facteur genre parité. En marche, ça fait en sorte que beaucoup de femmes, effectivement, ont pu évoluer. Oui, aujourd'hui, on parle au Sénégal de près de 40% des députés qui seront femmes. Donc, oui, mais à côté de cette contrainte-là, moi j'insiste toujours à dire, il faudrait bien que les femmes se lèvent. Mais c'est cela. On a des freins. Non, honnêtement, à côté de cette contrainte, ça ne va pas suffire. Ça va pas suffire. Parce que si à la fin, imaginez qu'on mette une loi ou alors on essaie de mettre un cadre légal pour dire, bon, les partis politiques doivent absolument avoir des femmes sur leur liste pour que ça marche. J'ai bien peur qu'à un moment, au moment des élections, soit vous trouvez des partis politiques qui n'arrivent pas à avoir une liste parce qu'ils n'ont pas trouvé de femmes, ils ne vont pas ramasser dans la rue, dans les marchés. Donc, du coup... Pourquoi pas? Non, j'ai envie de dire non, Louise. Et là, je ne suis pas d'accord là-dessus. C'est ça mon véritable problème. Pourquoi une femme du marché ne fait pas de la politique? Non, c'est pas ça dans ce sens-là. D'accord. Et je veux qu'on se comprenne. Je dis souvent aux gens, je suis d'accord que les femmes, que le facteur genre soit pris en compte. Je suis d'accord que le facteur de parité, d'égalité soit pris en compte. Mais je voudrais que tout se fasse dans les compétences. C'est-à-dire que dans l'objectif atteint, c'est-à-dire elle a la capacité de le faire. Je ne voudrais pas. On a par exemple un concept parfois où on vous parle de nous, c'est seulement transmissible. Je dis souvent que c'est très dommage. Imaginez une femme qui a malheureusement évolué avec des notes sexuellement transmissibles. Vous pensez, Louise, qu'elle peut tenir un débat? Non. Vous voyez la difficulté? Dans son domaine de prédilection, oui. Elle peut tenir un débat. Nous savons comment est-ce qu'elle a pu avoir ces notes. C'est pas
Et là, son accession est passée par des pratiques pas très catholiques, tout le monde le sait. Il faut bien le dire, il faut le décrire chaque fois. Je dis, je suis pour que les femmes se lèvent, je suis pour que les femmes osent, mais je voudrais qu'elles osent avec des compétences. Parce que lorsqu'on vous parle d'une femme, qu'elle se mette à réagir, on dit oui, voilà le genre de femme que nous voulons. On ne veut pas des femmes qui vont dans les logiques de Kuba, dans les logiques de la ceinture, vous voyez. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Mais même les hommes font des Kuba, des pots de banane. Je veux bien que les femmes agissent, mais des femmes de valeur. Voilà ce que je veux. Mais, non, si je pouvais ajouter quelque chose à la suite du docteur Simo, c'est que elle n'est pas pour le cadre légal, il ne faut pas... Non, elle est pour le cadre légal. J'y suis. Non, elle est pour le cadre légal. J'y suis. Et moi, je pense pareil. Mais qu'on ajoute maintenant la compétence, parce qu'il faut que cet élément-là. Je veux bien que les femmes se lèvent. Compétence, là, maintenant, la jauge de la compétence devient complètement... Oui, la compétence n'est pas masculine, malheureusement. La compétence n'est pas seulement masculine. Que les femmes se mettent au travail et qu'elles ne pensent pas qu'elles vont utiliser des voies et moyens. J'appelle ça d'ailleurs des raccourcis. Exactement. Allez, Albert Bonguer. Non, j'ajoutais juste à la suite du docteur que légiférer pour permettre aux femmes d'accéder à des postes ou à des fonctions politiques. C'est bon. Moi, je crois que c'est bien. Mais il faudrait que ça arrive à la fin d'un processus. C'est-à-dire que vous ayez des femmes en nombre et en qualité qui toquent à la porte des postes politiques. Vous avez déjà vu un meeting du RDPC, Albert Bonguer? Moi, je crois que j'en ai vu. Il y a plein de femmes. Mais oui. Ils doivent encore toquer à quel point. Mais non, on ne leur pas des autres fonctions. C'est qu'on crie, ce qu'on décrit. Ce qu'on décrit, c'est justement cette chosification de la femme. Peut-être qu'on les baïonne aussi, et qu'elles n'ont pas l'espace pour pouvoir... Oui, elles sont baïonnées, un peu comme les jeunes. Donc, en fait, c'est cette chosification de la femme, c'est-à-dire que cette manière de la réduire à des fonctions d'animation, d'applaudissement, de figuration. D'accord? Nous, on parle de l'émergence de la femme qui doit véritablement participer à l'élaboration des politiques nationales en occupant des fonctions, en y faisant valoir des valeurs ou des pratiques, des savoir-faire qui sont profitables à la nation. On ne va pas le faire par décret. Le décret ne va pas nous aider. Non. Il va simplement permettre aux gens qui pensent que la nature leur ayant doté d'un sexe, ce sexe-là va leur permettre d'accéder à un poste à cause d'eux. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Nous souhaitons justement que le travail de sensibilisation, et je ne peux que continuer à vous appeler à continuer ce travail que vous faites. Parce que le fait d'être vu à la télé, d'accord, les gens s'identifient à vous et comprennent qu'elles peuvent, elles aussi, dans un certain domaine, apporter leur pierre à cet édifice. Les émissions comme celle-ci sont encouragées, mais maintenant, vous aussi, au sein de vos formations politiques, bon, Jean-Louise, elle est un peu plus avancée parce qu'elle est déjà vice-présidente nationale. On espère que docteur Marcel Simo et les autres dames qu'il y a dans le parti vont elles aussi prétendre à d'autres fonctions. Ça ne va pas être donné, mais il faut être capable de pouvoir le dire clairement que cette position-ci ne nous convient plus parce qu'on estime que la gestion de la fortune publique, parlons d'un domaine aussi sensible, on estime que les femmes, quand on fait le ratio entre les prisonniers indélicats sur la fortune publique, on se rend à l'évidence qu'on a plus d'hommes et très peu de femmes. Voilà. Est-ce que ce n'est pas un indicateur qui montre que la femme doit être appelée à gérer la fortune publique ou à jouer un certain rôle un peu plus important, même dans la lutte contre la corruption? Donc, il y a des choses à faire, mais moi, là où je veux encore que vous preniez encore votre bâton de pèlerin, mais c'est de construire une solidarité féminine derrière les valeurs qui transcendent vos clivages politiques. Parce qu'on n'a pas entendu la femme, tiens, pour certains événements qui nous arrivent, tiens, les événements de la falaise de Tchang, quelle est la position de la femme sur ce qui arrive à ses compatriotes? Est-ce qu'ils pensent que les pouvoirs publics ont fait tout ce qu'on devait faire pour que les familles qui sont meurtries par ce drame-là, ou même celles endeuillées, soient un peu apaisées? Nous n'avons pas été invités. Mais on n'a pas besoin de vous inviter, justement. Je crois que le débat est ouvert. Il est ouvert à tout le monde. Chacun peut y mettre un avis, une certaine compassion. Et moi, c'est pour ça que je milite pour cette moralisation du champ politique, que la femme, qui est un levier que la femme doit pouvoir porter et combattre. Chez nous, on a des gens politiques qui ont pris des combats. Anne Fégon, Roland Goïssi ont pris le combat sur la carte nationale d'identité. Je pense que c'est un problème qu'on a au Cameroun,
venir dénoncer qu'on n'a pas de cadre, ça a quand même fait évoluer les choses, même si on n'est toujours pas satisfait. Je crois que les hommes politiques et même les femmes politiques qu'on doit avoir dans notre société doivent être capables de porter un projet. C'est pour cela qu'il n'est pas tout à fait recommandé d'aller prendre les gens à la piquette comme ça, là, sans qu'ils aient montré leur envie d'améliorer notre société. Monsieur Onabele, si vous me permettez... Peut-être que d'abord, elles vont finir avec vous, s'il vous plaît, Jean-Louis. Oui, si vous me permettez, je veux dire, j'ai écouté un peu le discours de monsieur Bonguet. C'est parfait, c'est ce que nous écoutons toujours. Mais à côté de ça, moi, je voudrais qu'il reconnaisse qu'il y a quand même un véritable frein à l'émancipation de la femme et qui n'émane pas de la femme cette fois-là elle-même. On a cette société-là, et puis moi, je vais peut-être le dire, on a ce concept de dot qui, honnêtement, je ne suis pas contre la dot, ça je vais le dire avec honnêteté, mais qui ne nous favorise pas trop. On a ce concept de mariage-là qui, parfois, réduit notre élan. Vous allez voir une femme qui est née avec Jeanne-Louise Djanga, je vais dire comme ça, quelque chose comme ça au hasard, mais après une trentaine d'années ou une quarantaine d'années, on vous dit non, c'est Madame Atangana, c'est Madame Bala, c'est Madame Kinfak ou Afolefak, et puis du coup Jeanne-Louise a disparu, tu vois le nom. Je suis pas contre ça, je dis bien, mais il y a ces éléments-là quand même qui agissent sur notre façon de percevoir, d'agir et de penser. D'ailleurs, c'est pour ça que vous allez voir des hommes librement vous dire « Madame, je t'ai acheté trop cher » et puis à un moment, placez-vous de ce côté-là. Donc, il y a plein d'obstacles qui ne favorisent pas notre épanouissement et c'est sur ces obstacles-là qu'on devrait, c'est-à-dire on doit établir d'abord des combats sur ces différents obstacles-là parce que qui ne sont pas favorables à nous. Pourtant, l'homme, lui, il est né et puis il est le patron. D'ailleurs, on nous a toujours dit à la maison, l'homme est le chef de la famille, l'homme c'est le patron, même le tout petit. C'est le mari de tout le monde, c'est le grand mari. Vous allez voir avec votre frère, même votre grand frère, vous rentrez de l'école quand vous êtes tout petit, le grand frère il est assis, il zappe la télévision et c'est maman qui vous appelle de faire ci, de faire ça et puis le grand frère lui il est assis, il attend qu'on vienne le servir. Voilà la culture qu'on inculque, voilà l'esprit qu'on inculque à notre société. Donc aujourd'hui, je crois que comme Louise l'a peut-être souligné à un moment, il faut retourner à la neutralité de l'éducation et essayer, n'est-ce pas, de briser, moi je vais appeler ça les mythes, briser ces différents mythes-là qui empêchent, n'est-ce pas, la femme de mieux s'épanouir. Et les briser ne va pas amener la femme à ne pas être soumise sur le plan, j'ai envie de dire, africain, à son mari, rassurez-vous, parce que moi la soumission aujourd'hui, ça renvoie au respect. Donc, ça c'est un autre débat qu'on aura un autre jour. Oui, mais je vous dis, cette affaire de soumission, là, j'ai discuté avec une de vos collègues sociologues. Oui. On parlait des féminicides qui sont en train de voilà, se par exemple, je devrais y arriver. Et on disait que quelque part aussi, c'est moins de soumission de la femme. Mais on a une société où tous les jours, la famille va vous dire la femme a de la valeur que lorsqu'elle est mariée. Voilà autant de présupposés. Lorsqu'elle a des enfants. Malheureusement, voilà des présupposés qu'il faut bannir aujourd'hui. Lorsque vous n'êtes pas Madame X, vous n'avez pas de valeur. Vous n'avez pas votre mot à dire. Lorsque vous n'avez pas d'enfant, vous êtes stigmatisé, vous êtes caractérisé de... Mais lorsqu'on voit un garçon de 50 ans qui n'est pas marié, pas d'enfant, non, c'est le showgars, c'est le showmec, et puis il n'y a pas de problème. Il faut qu'on revoie tous ces valeurs. Merci. Allez, pour sortir du sujet, Jean-Louis Voilà, Djanga. mais qui est quand même très, très passionnant. C'est qu'on revient à l'éducation. Et c'est la base. Mais l'éducation, là où je suis en désaccord avec eux, c'est pour dire que au Cameroun ou en Afrique, qui éduque les enfants, c'est la maman, de manière générale. C'est elle qui passe le plus de temps avec les enfants. Donc, nos mamans, quand nous éduquons, nous les mamans, quand on éduque nos petites filles, il faut qu'on fasse très attention. Parce que cette éducation va déteindre sur sa manière d'être plus tard. Si on lui montre que son rôle, c'est de faire des enfants, d'être à la cuisine, pendant que le garçon, on lui a mis la nourriture, on a couvert la nourriture, on l'appelle chou bébé, chouchou, pavier, voilà. C'est mon mari. Tous ces petits noms d'oiseaux-là, la petite fille, elle observe, elle le remarque. Donc, faites très attention. Vous, les hommes, soyez attentifs à l'éducation de vos filles. Parce que demain, vous n'aimerez pas que vos enfants, vos filles, soient maltraités dans leur foyer. Donc, vous laissez souvent la charge à la femme. Et souvent, c'est la maman même qui détermine la ligne de l'éducation de la petite fille. Et je vous assure que ce n'est pas souvent une éducation qui pousse la petite fille à entreprendre, qui la pousse
à se réaliser, à avoir confiance en elle. À s'affirmer. À s'affirmer et avoir confiance en elle. On doit lui dire que, écoute ma belle, tu es intelligente, tu peux faire de belles choses, tu peux être une grande scientifique. Et pas que lui dire, écoute, ton frère a mangé, tu as gardé la nourriture à ton frère, il faut laisser les clés d'à côté, hein, ton frère n'est pas encore rentré. Et quand il va rentrer, il faut te lever pour aller ouvrir la porte. On est dans la logique de prendre soin, de s'occuper de... Attention, donc nous, aux mamans qui le font, parce que ce sont les mamans qui élèvent les petites filles et ces femmes en devenir. Demain, quand elles ont peur, quand elles sont frileuses, justement, c'est le résultat d'une éducation. Parce que nous, on n'a pas eu la même éducation. Nous, nos parents nous ont dit, vous êtes des femmes capables. Vous devez... Vous voyez Delphine Changa, vous voyez Dorothy Njema. On nous a éduqués comme ça. C'est la raison pour laquelle nous sommes ce que nous devenons aujourd'hui. Nationale aujourd'hui. Allez, très belle chute pour cette première thématique. Et c'est vrai que j'avais calculé le temps, mais vous voyez bien que c'est passionnant de parler de cette implication des femmes, mais surtout à l'élection 2025. Je vous donne le nom de celle qui s'est déjà portée candidate, Véronique Boutou, qui sera donc candidate face à Paul Biya sûrement, puisqu'il y a le Congrès n'a pas encore décidé autrement, donc forcément que ça sera encore, sauf si le docteur Marcel Simon se présente, dit le contraire, ou alors quelqu'un d'autre se présente au niveau du RDPC, ça sera bien Paul Biya pour le RDPC en 2025. Allons donc parler d'une autre thématique qui est aussi forte, celle-là, qui parle de l'inflation et surtout de la vie chère et qui prend de plus en plus de l'ampleur dans nos différents ménages. Le panier de la ménagère n'est plus aussi costaud que ça. L'argent à débourser, lui, il prend de plus en plus de grade. Tenez par exemple avec 2000 francs, pour certaines familles même de 2 personnes, il n'y a plus moyen effectivement d'avoir même le riz sauté. Moi-même j'ai essayé ce week-end, je vous jure, la boîte de riz a déjà 200 francs et puis je me posais la question comment ça se fait quand on sait quand même les abattements et autres exonérations qui sont données à ceux-là. Quid quand même de ces importations? Parlons plutôt effectivement de ce qui peut être le produit local qui impacte véritablement ces paniers de la ménagère, donc qui est de plus en plus fort. Docteur Marcel Simon, je vais débuter par vous. On nous a parlé en 2021 d'import-substitution. 3 ans après, on ne voit pas toujours la lueur de cela et ça se ressent même au niveau du panier de la ménagère. Est-ce que c'est un simple slogan que le président avait lancé ou alors, comme d'habitude, on va encore prendre du temps pour que l'implémentation, c'est ça le terme, souvent le langage... Le langage consacré, je fais un bon signe à celle d'écran ici qui nous suit. Le langage consacré, implémentation, comme ça prend du temps. Ça va encore, peut-être on va encore attendre peut-être 5 ans, 6 ans avant que cette importation soit réelle sur le terrain. Jean-Marie Onambélé, après avoir assisté à la foire au manioc, après avoir assisté à beaucoup d'autres foires développées par des femmes rurales, j'ai envie de vous dire que ce concept est mis en marche au Cameroun. Maintenant, à côté de ça, moi, je voudrais plutôt que vous mettiez l'accent sur la culture de l'import-substitution, parce que voilà aussi un autre problème que nous avons. Vous savez que les Camerounais, et là, je vais rejoindre Luce dans la spécificité de l'action au Cameroun. Les gens ont du plaisir à dire, moi, j'ai acheté en France, j'ai acheté en Italie, j'ai acheté en Allemagne. Et voilà notre problème, parce que pour que l'import-substitution prenne corps et se développe réellement, à côté de la politique nationale qui doit être totalement mise sur pied, nous sommes d'accord là-dessus, il y a également que le peuple doit adopter une culture d'import-substitution. Il faut bien le dire, parce que quand vous allez sur les marchés et quand vous dites par exemple, voilà le rindo, moi j'ai par exemple vécu ce petit scénario-là, et que quelqu'un vous dit, mais non, mais il est noir ce livre, moi ça me plaît pas, je préfère plutôt mémé cassé ou bijou ci ou bijou ça. Pourtant, c'était à moi de dire à cette dame, je vous assure, si vous goûtez à ce riz, je crois que vous n'achèterez plus un autre riz que celui-là. Donc, il y a un problème de culture qui doit également être développé au niveau du Cameroun pour que les choses avancent et marchent clairement. Mais à côté de ça, il y a une volonté étatique
qui est déjà observable partout et une politique vraiment réelle qui doit être mise sur pied parce que si rien n'est fait et surtout après la Covid, on s'est rendu compte. Je crois d'abord que c'est pendant la Covid ou alors c'est pendant la Covid qu'on a compris qu'on avait des manquements, qu'on avait des difficultés et qu'il fallait réactualiser notre politique nationale en matière d'alimentation. On s'est par exemple rendu compte avec la guerre Russie-ukrainienne que le mil a manqué et puis du coup on ne mangeait plus du pain et puis moi je dis aux gens qu'est-ce qu'on fait avec du pain quand nous avons du manioc, quand nous avons de la patate et nous savons tout ce qu'on peut faire avec tout cela. Donc on a tout de suite compris qu'il fallait réorienter notre vision à autre chose, il fallait redévelopper sur le plan de l'agriculture et de... Je vous donne quand même un élément, c'est qu'il y a un corridor qui a été formé par, ou alors qui a été mis en place par le gouvernement du Cameroun, 4000 hectares qui vont être redistribués aux producteurs locaux pour effectivement lancer la production. On a finalement compris que c'était ce qu'il fallait faire. Oui, ce qui me gêne, c'est qu'on va dire, par exemple, c'est un peu tard, mais j'ai envie de dire, mieux vaut tard que jamais. J'ai eu la chance et le privilège, je crois peut-être vous y étiez, d'aller à Bonanjo assister à la foire au manioc et j'ai vu toutes les différentes transformations que l'on peut faire avec du manioc. Et à un moment, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que nous faisons avec le mil et puis le pain est monté, le pain est descendu lorsqu'on peut à partir des cultures et qu'on se rend compte que le manioc est l'une des cultures qui se cultive partout. Moi, ce qui m'a marqué, parce qu'on a quand même des plantes qu'on va vous dire non, ça pousse plutôt à l'ouest, ça ne pousse pas à l'est, ça ne pousse pas. Le manioc se cultive partout. Et tout j'ai déjà eu la chance de demander au ministre, mais qu'est-ce qui vous empêche donc d'amener les femmes, de subventionner les femmes et les amener à produire de telles actions? Bon, à côté de ça, il m'a très bien répondu. Rassurez-vous, elles produisent, mais il y a d'autres facteurs qui vont avec la route, les moyens de ci, les moyens de ça. Je vous assure, c'était vraiment une fois extrêmement produit et qui nous a montré que au-delà, ou du moins en dehors de ce qu'on pense que le Cameroun est en train de dormir sur le plan de l'import-substitution, beaucoup de choses sont faites. Il faut simplement que les gens s'informent là-dessus. Beaucoup d'actions sont menées et que des comportements changent pour accompagner maintenant ces producteurs dans ce secteur qui sera porteur pour nous parce que nous tous nous souffrons. C'est pas une histoire de l'AFP ou de PCRN. Le RDPC aussi est dedans. En même temps, Albert Ibonguin, on est d'accord que le gouvernement a bien la volonté et même déjà dans c'est comment ils ont appelé ça, un hub, en fait, un gros espace qui sera donc redistribué aux producteurs locaux, près de 4000 hectares ici. Mes chiffres sont bons et avec même des subventions qui seront données à différents agriculteurs, mais on n'a pas l'impression qu'il y a un impact sur le terrain. Des prix ne font qu'augmenter, grimper de jour en jour. Je pense que le problème est celui que l'on connaît tous, est celui de notre planification stratégique des actions économiques porteuses de valeur qu'il y a à faire avant d'annoncer des potentielles réformes. L'import-substitution veut justement dire que l'on va produire localement ce qu'on avait l'habitude d'acheter. Importer, exactement. D'acheter ailleurs. Mais maintenant, avant de pouvoir le dire, il faut créer les conditions de la production locale. Il faut industrialiser notre économie, notre agriculture, notre pêche, bref, toutes nos activités qui nous permettent de pouvoir ne plus acheter ailleurs ce qu'on peut produire localement. Est-ce que ça a été fait? Vous êtes journaliste, monsieur Onambele. Je n'ai pas vu une grande réforme en termes d'industrialisation qui permet à ce que l'on puisse attendre à ce que l'import-substitution puisse donner. Nous avons Je vais quand même déjà vous donner quelques éléments. Oui, il y a une usine à fabrication des tracteurs du côté du sud du Cameroun. Il y a quelques mesures. Vous nous retournez un peu le couteau dans la plaie quand vous nous parlez des tracteurs. Mais c'est pas ça le but. Non, c'est pas ça le but. Je ne veux vraiment pas aller là-bas. Non, simplement pour vous dire qu'il faut une vraie volonté qui est manifestée par une vraie planification avec des acteurs identifiés, des objectifs assignés et des moyens dédiés pour qu'on en arrive là. Pour le moment, on annonce des choses. Après, on semble même faire le contraire. On a par exemple signé les accords de coopération économique avec l'Union européenne qui consistaient à exonérer les produits de l'Union européenne de droits de douane au Cameroun et vice-versa. Sauf que
l'Union européenne, qui est un consortium de pays, a un volume, a la logistique, a les moyens, mais infini, pour pouvoir envoyer au Cameroun tout ce qu'ils veulent envoyer. Le contraire pour nous. Qu'est-ce qu'on produit pour pouvoir envoyer là-bas pour inonder le marché? Donc là encore, stratégiquement, c'était une orientation qui n'était pas porteuse. Heureusement, l'Union européenne lui-même a dénoncé ces accords de coopération-là parce que, disent-ils, le Cameroun ne respectait plus ces accords, mais qui ne sont pas bons pour nous. Donc, moi, le problème de fond, c'est celui de la planification stratégique de comment est-ce que les gens projettent notre pays. Sur quoi est-ce que cet impôt substitution va porter? Quoi précisément? Docteur Simon a pris un exemple, bien en parlant du riz, que c'est l'inculture ou bien le manque de connaissances sur les vertus ou même la qualité d'un certain riz. Pour faire l'impôt substitution, il faut que les pouvoirs publics sachent promouvoir le made in Cameroun, que eux-mêmes puissent le porter. Parce que lorsqu'on veut apporter de l'aide, par exemple, à des compatriotes, vous voyez qu'on achète le riz thaïlandais, on l'achète en grande quantité. Ça, c'est des actions qui marquent l'opinion publique, qui leur dit que si ceux qui nous gouvernent sont encore dans la logique de prendre ailleurs, pourquoi pensent-ils que nous, on doit faire autrement? Donc, il faut prêcher par l'exemple. Et ça pose un problème. Il ne faut pas aller chercher parfois dans des réformes trop compliquées. Il faut faire des choses simples. Si l'on trouve que acheter des 4x4 qui coûtent les pieds de la tête à notre économie, pourquoi ne pas parfois demander à nos dirigeants de prendre du vélo? Des choses qui peuvent être montées ici par le génie civil, le génie militaire ou même d'autres lycées techniques, même qui peuvent être capables de produire ces véhicules qui peuvent faire en sorte que, je vous rassure, au moins l'essence... Les étudiants de la faculté de génie industriel à PK17... Mais ils sont capables de faire ça. Donc derrière, il faut qu'il y ait une vraie politique, mais très bien, qui accompagne l'État dans cette vision-là et que l'État lui-même incarne le changement qu'il veut donner en termes de comportement aux uns et aux autres. Donc ça ne doit pas être un slogan qu'on l'on met sur la place publique et après on nous demande de venir évaluer, peut-être accuser les uns et les autres. Il faudrait que les pouvoirs publics prennent toute la mesure de ce qu'il y a à faire dans le cadre de cet impôt substitution-là et la rendre concret même dans les choses les plus élémentaires, les plus rudimentaires, pour qu'effectivement le changement de mentalité s'opère. Jean-Louis Ndjanga, vous, comment est-ce que vous jetez le regard, vous qui faites un peu parfois le pont entre les deux continents, si on peut le dire ainsi, est-ce que vous sentez quand vous revenez ici là qu'il y a... Et qui valorise le Made in Cameroun sans vous couper. En même temps aussi. Oui, parce que j'organise le marché international africain en France où je valorise beaucoup l'Afrique en général, parce que je ne suis pas un africaniste, même si le Cameroun est là. Voilà. Monsieur Nambélé, c'est Google qui le dit ça. C'est eux-mêmes qui ont inventé leur Google. Google dit que, oui, ce n'est pas moi qui ai inventé Google, que c'est une stratégie économique, donc la substitution. Une stratégie économique visant à réduire la dépendance d'un pays vis-à-vis des produits importés en favorisant la production locale domestique de ces biens. C'est moi qui ai inventé Google. Non. Il faut absolument sortir de cette dépendance des produits importés. Mais comme nous aimons tous ce qui vient d'ailleurs, oh là là. Si vous pouvez savoir, quand vous êtes en Europe, on vous demande apporte-moi entre les brocantes, entre ceci. C'est-à-dire, vous voulez encore enrichir les pays qui sont déjà riches. Mais c'est 2 minutes de silence. 2. Que les tam-tams s'arrêtent de battre. On ne peut pas continuer à enrichir des pays qui le sont déjà, en déversant des friperies, la brocante et tout, alors que le slogan, c'est de consommer camerounais. D'ailleurs, quand on dit Made in France, les Français eux-mêmes, ils préfèrent acheter des produits locaux. Parce que quand vous importez des produits, quand vous achetez des produits à l'extérieur, l'acheminement même vous coûte les œufs de la tête. Si c'est des légumes, on les met dans les mûrissiers ou des fruits pour qu'ils mûrissent et tout. Tout ça, vous voyez des produits qui arrivent de très très loin. Il vaut mieux acheter local pour la proximité même.
Et aussi pour la santé. Je disais tout à l'heure à M. Ebongue, oui, pour la santé, c'est très important. Je disais tout à l'heure à M. Ebongue, mais dis donc, vous dites que le Cameroun va mal. Moi, j'avais voyagé, je reviens, vous êtes tous bien gras, là, bien dodus. Bien dodus, bien pauvres. Qu'est-ce qui se passe? C'est la malbouffe. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Que gras comment? Gras quel genre? Quel genre de gras? Parce qu'effectivement, ça se voit meilleur. Hein. Comme les produits de première nécessité sont chers, on se rabat sur des produits gras qui sont mauvais pour la santé. Parce qu'on sait très bien que pour être en bonne santé, d'abord que la santé est une quiétude bien heureuse des organes, mais il faut déjà manger beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Est-ce que les légumes remplissent le ventre? Est-ce que les fruits remplissent le ventre? On veut quelque chose de bourratif. Et justement, c'est un problème de santé publique, parce que si vous grossissez, on a tous tendance à prendre du poids. J'allais même dire que c'est une spécificité un peu de notre culture. Hein. Plus on est gras, mieux on se porte. Mieux on est bien vu. On est bien vu. Parce que tu as grossi, la vie est belle. Voilà. Il faut arrêter ces slogans-là. Maintenant, quand j'étais plus jeune, quand j'étais même petite, je voyais des produits locaux. Imaginez un pays comme le Cameroun, c'est la terre promise. Tu verses l'eau du piment, le piment pousse. Tu verses le moringa pousse. Nous produisons du bois, mais on importe encore le cure-dent. Le cure-dent, c'est quoi? C'est pas la bouche d'allumette là qu'on a rabotée là et puis. C'est le bois. C'est le bois, non? C'est ça. Mais pourquoi est-ce qu'on achète encore le cure-dent à l'extérieur? On importe ça. C'est incroyable. Des Thaïlande, des Indes, des. Pourquoi veut-on absolument enrichir les autres à notre détriment? Alors il y a derrière peut-être quelque chose, hein? Peut-être qu'il y a derrière, on s'en met plein les poches. Il y a des réalités économiques qui sous-tendent la il y a la corruption derrière. La présence. Donc on a plutôt intérêt à acheter à l'extérieur parce qu'on sait très bien que le Camerounais lambda n'a pas le contrôle justement de la gestion de ces produits qui viennent ailleurs. Là. Et on parle des routes. Oui, quand on produit localement, la nourriture pourrit au village. On ne peut pas les transporter. Mais c'est même une fausse raison parce que la bière y arrive. Oui, aller dans un village plus reculé qui existe au Cameroun, il n'y a pas les médicaments. On va vous dire, il y a les routes, à cause des routes, le médicament n'arrive pas. On vous dit, à cause des routes, on n'arrive pas à acheminer les produits. Mais vous allez trouver un bar. Vous allez trouver de la bière. Quelle que soit la bière que vous allez demander, vous la trouverez au village. De qui se moque-t-on? C'est carrément impossible. Il faut complètement abandonner cette logique d'importation des produits qui viennent de l'extérieur. Moi, je demande souvent aux Camerounais qui me disent apporte-moi ceci, apporte-moi cela, apporte-moi les voitures là-bas. Je dis, pour rouler, sur quelle route? Prends ton vélo et roule. Mets ton casque. Les brocantes, là, arrête ça. Pourquoi? Parce que tu enrichis les autres. Mais il ne faut pas non plus jeter la pierre. S'il n'y a pas de possibilité ici, dans notre pays, malgré les foires, on aura beau faire des foires de manioc et tout ça. Imaginez que, docteur Simon, on en est arrivé encore à faire des foires du manioc. Nous savons tous que le manioc... Et c'est dérivé. C'est ça. On connaît le manioc, l'amidon, c'est même un poison quand on râpe le... Mais nous connaissons tout ça. Donnons juste la possibilité aux agriculteurs de se mouvoir, de pouvoir circuler en toute quiétude. Et surtout, si on voit qu'on n'arrive pas à faire des routes, il faut légiférer là-dessus, faire le panier de la ménagère. C'est ce qui s'est passé outre ailleurs. Hein. On a imposé le panier de la ménagère où, à l'intérieur, il y a eu des produits de première nécessité. Le savon, l'huile. Le riz. Bon, le riz, ce n'est pas un produit de chez nous, même s'il y a le riz de Yagua. On en a. On en a. Baganté, on a partout. Oui. Sauf que, est-ce que nous on le consomme? Oui, le point, c'est le développer simplement. C'est le développer, parce qu'on nous dit oui, le riz de Yagua, le riz colle. Les ménagères se plaignent. Il est de très bonne qualité. Je n'en disconviens pas. Au Cameroun, il est un peu coûteux. Il est un peu coûteux, mais il paraît également qu'il colle. Mais il faut donc améliorer pour que la ménagère ne prenne plus le riz qui ne colle pas ou le riz qui vient d'ailleurs et qui est plus facile à préparer. Vous mettez 10 minutes et tout ça. Donc, en fait, c'est ça le problème. On connaît la nécessité de nos produits de l'agriculture. On connaît comment acheminer. On sait qu'il faut des routes, on sait tout ça, mais il n'y a pas de volonté politique. Et c'est la raison pour laquelle l'AFP
Ah, il fallait que j'en parle. L'Alliance des forces progressistes dit que ce n'est pas un problème, en fait, de personnes. Ce n'est pas un problème de parti politique, c'est un problème de système. Il faut changer le système. Et nous voulons effectivement qu'il y ait un programme minimum commun avec l'opposition pour battre le RDPC en 2025. Et il nous faut un gouvernement de transition. Et pendant que ce gouvernement, cet homme d'État, cet homme de mission sera en place, il y aura des États généraux du Cameroun. Et c'est là où nous allons poser les bases et les jalons d'une vraie démocratie, d'une vraie politique pour battre le RDPC. Mais c'est votre travail, il faut le dire. Que la transition allait aboutir. Oui, ça, il faut le dire. Qu'ils se mettent c'est au bon moment que la transition. Qu'ils se mettent au travail, ça, il faut le dire. Merci, Dr Marcel Simon. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Merci, Albert Bongué. Merci Jean-Marie Onambélé. Permettez-moi de dire un bonsoir à Alain Diop Poupa, qui est communicant de chez nous, qui a une bonne sensibilité par rapport à la thématique que vous avez mise sur la table. Bonsoir à ma charmante épouse qui me suit et à tous les militants du PCRN. Allez, on dit aussi merci à Arlette. Ben oui, aux militants. Qui est une grande combattante de la société civile avant effectivement d'être politicienne. Merci à vous, Jean-Louis Ndjanga. Merci à vous, j'espère surtout revenir. Merci pour la transition, hein, parce que et puis, on aurait oublié qu'il s'agit quand même d'un débat politique. Un débat politique, voilà, donc ça fait mal à personne. C'est clair. Non, mais aussi, il y a des gens qui travaillent aussi. Hein. À l'AFP, vous savez qu'il y a des femmes qui sont vice-présidentes. Donc, coucou à Charlotte Mankemi, qui est sur le terrain tous les jours. Elle travaille énormément pour l'Alliance des forces progressistes. Merci à vous et j'espère revenir pour un sujet encore passionnant davantage parce que comme cela. Est rude. Merci. On va vous inviter, chers auditeurs, et puisqu'ils sont aussi nombreux du côté de la 91.7 et 99.9 Dash Radio à nous suivre. Et vous aussi, qui êtes en direct ici, même à Dash TV, sans compter ceux qui nous suivent dans les différentes plateformes. On vous dit merci d'avoir suivi cette autre édition de votre émission Face à vous. Lundi prochain, nous serons de nouveau face à vous. Au revoir et bonne continuation de vos programmes.